Bienvenue, on explore aujourd'hui ensemble une question qui fascine pas mal de monde. Que se passe-t-il vraiment après la mort? Que deviennent, que font ceux qui nous ont quittés? On va s'appuyer sur certaines perceptions, certaines idées qui circulent, et d'emblée, ce qui ressort souvent, c'est une distinction assez fondamentale entre un avant et un après, un passage vers ce qu'on appelle souvent la lumière. Oui, Ça change un peu des visions plus classiques, genre néant ou le paradis, l'enfer, bien définis. c'est ça. Alors, si on commençait par cette phase justement avant la lumière, qu'est-ce qu'on en dit? Oui, alors cette première phase, juste après avoir quitté le corps physique, on la décrit souvent comme une sorte de prolongement. Pas une rupture nette, tu vois. D'accord. Plutôt une continuation de qui on était, mais sur un autre plan, disons. Plus subtil. L'idée, c'est que nos habitudes, nos goûts, nos émotions même, voire nos passions, Mhm. ce qui nous définissait vraiment ici, ça ne disparaîtrait pas comme ça, d'un coup. Ça persiste. Ah oui, Oui. on parle de plans d'existence qui seraient un peu comme des calques énergétiques de notre monde physique. Certains parlent d'un plan éthérique, tu vois, comme un double de notre réalité matérielle. Un double. Voilà, où on pourrait retrouver un environnement qui nous semble familier, mais on le percevrait différemment, avec une sensibilité accrue à l'énergie des choses, des êtres. Donc, une sorte de sas de décompression, si on veut, mais où notre bagage terrestre, il nous suit encore de près. C'est un peu ça l'idée. Et la façon dont on interagit sur ces plans, y compris avec d'autres âmes qui s'y trouvent, eh bien ça dépendrait de notre propre fréquence vibratoire, de notre état intérieur, quoi. D'accord. L'image qu'on utilise parfois, c'est celle de la radio, tu sais. On ne capte que les stations qui émettent sur la même longueur d'onde que notre poste. Oui, logique. Mais là, ce serait pareil. On interagit avec ce qui vibre en harmonie avec nous. Ou alors, comme une toupie, tu vois, qui tourne si vite qu'on ne voit pas le dessin dessus. Mhm. Il faut qu'elle ralentisse ou que notre perception s'ajuste pour voir ce qu'il y a. C'est une question de résonance, en fait. Et au niveau des activités, si les attachements persistent, ça veut dire qu'on continue un peu, comme avant? C'est ça qui est souvent décrit, oui. Et c'est assez surprenant. Certains continueraient des activités similaires à celles qu'ils aimaient sur Terre. Vraiment? Un travail qui les passionnait, des loisirs, des rencontres, des discussions. Il y a même cette idée que la pensée, dans cet état, elle aurait un pouvoir créateur beaucoup plus direct. Ah oui? Comment ça? Eh bien, les pensées, les désirs forts pourraient se manifester presque immédiatement, façonner l'environnement de l'âme, quoi. Un espace beaucoup plus plastique, en quelque sorte, malléable par l'état d'esprit. Ça donne une image assez vivante, c'est vrai. Ouais. Loin d'un simple état d'attente passif. Tout à fait. Mais ça soulève une question, non? Si on peut continuer nos habitudes comme ça, si notre état d'esprit façonne si directement notre réalité, qu'est-ce qui pousse à évoluer? Bonne question. Parce que si je comprends bien, ces attachements terrestres, bon, même s'ils ne sont pas négatifs en soi, ils sont liés à une vibration qui n'est pas celle de la lumière, c'est ça, hein? Exactement. Alors comment on fait le passage? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rester un peu coincé dans la répétition de schémas familiers, même si c'est sur un autre plan? C'est une excellente question, oui, et elle touche vraiment au cœur de l'évolution de l'âme. Le risque de stagnation par répétition des habitudes, il existe, oui. D'accord. L'environnement est peut-être malléable, mais si on ne pense qu'à recréer ce qu'on connaît, l'ancien, on reste dans l'ancien. Alors le moteur du changement, il viendrait soit d'une prise de conscience progressive de l'âme elle-même, une sorte de lassitude peut-être, ou une aspiration à autre chose qui émerge de l'intérieur. Soit parfois d'une aide extérieure. D'autres âmes plus avancées ou des guides qui pourraient intervenir pour suggérer une autre voie. Mais attention, ce n'est pas automatique, hein. Non, bien sûr. La persistance de ces habitudes, ça montre justement la force des empreintes qu'on crée pendant notre vie. Ce qui nous amène tout droit à l'importance de ce qu'on fait ici pendant notre vie terrestre, en fait. Exactement. Il semblerait y avoir un lien très très fort entre le travail sur soi qu'on réalise durant l'incarnation, sur nos peurs, nos dépendances, nos colères, nos regrets, tout ça, et la facilité ou la difficulté
de ce parcours après la mort. Tout à fait. Comme si notre vie actuelle était une sorte de préparation active. C'est tout à fait ça. L'idée derrière, c'est que se délester de certains poids émotionnels, comprendre et dépasser nos schémas qui nous limitent, travailler sur nos attachements excessifs, eh bien, ça revient à alléger notre charge vibratoire. Allégé. Oui, on élève notre fréquence, si tu veux reprendre cette image. Moins on est lourd d'émotions denses, non résolues, de regrets tenaces, d'attachements matériels ou affectifs très forts, plus la transition vers des états de conscience ou des plans vibratoirement plus élevés, ceux qu'on associe à la lumière, serait naturelle, fluide. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout une question de jugement ou de punition si le passage est plus difficile pour certains. Ce n'est pas ça l'idée. Non, c'est un point important qui revient souvent. Il ne s'agit pas d'être puni pour ses attachements. C'est plutôt une conséquence, logique, presque physique si on peut dire, de l'état vibratoire. Ah, je vois. Si on est fortement attaché à la densité terrestre, émotionnellement, mentalement, on reste en résonance avec des plans qui lui ressemblent. Ce n'est pas forcément un lieu de souffrance d'ailleurs, cette phase avant la lumière. Ah bon? Non, on peut y continuer à apprendre, à expérimenter, à interagir. La souffrance, elle viendrait plutôt de la non-acceptation de son état ou de la force de certains regrets, de certains manques. Mais l'état lui-même est décrit comme un plan où l'évolution reste possible. Et cette idée un peu folle de continuer certaines habitudes comme manger ou fumer, mais de façon énergétique, ça illustre bien cette force de l'habitude dont tu parlais, non? Exactement, ça montre à quel point nos schémas mentaux et émotionnels sont puissants. Ils peuvent persister même sans le support physique. Ce serait une forme de satisfaction énergétique d'une mémoire, d'un désir très ancré. Mais là aussi, l'évolution passerait par la prise de conscience que cette satisfaction est illusoire ou qu'elle n'est plus nécessaire. On peut aussi y apprendre, communiquer avec d'autres âmes, comprendre des choses sur sa vie passée. D'accord. Par contre, ce qui est souvent dit, c'est que l'incarnation terrestre, avec la densité de la matière, les défis concrets, les émotions vécues pleinement, ça offre un terrain d'expérimentation et d'apprentissage irremplaçable, particulièrement puissant pour l'évolution. C'est intéressant cette tension. On peut continuer à apprendre après, mais l'incarnation reste clé. C'est ça. Ça pose la question de la nature du détachement alors. Si on peut continuer ses habitudes énergétiques, comment l'âme réalise qu'il faut lâcher prise pour aller plus loin? Est-ce que c'est un processus solitaire, une compréhension qui mûrit seule, ou est-ce qu'il y a des interactions spécifiques qui aident à ce détachement progressif? Comment on passe de la répétition d'une habitude même énergétique à sa dissolution? C'est une question fondamentale, oui, sur le processus d'évolution après la mort. Et les deux aspects semblent coexister, d'après ces descriptions. Il y a une part de maturation interne. L'âme, libérée des contraintes biologiques immédiates, peut avoir une perspective différente sur ses propres fonctionnements. Une prise de recul en quelque sorte. Voilà. Et réaliser le caractère répétitif ou limitant de certaines habitudes ou attachements. Une sorte de ras-le-bol subtil peut s'installer si tu veux. D'accord. Mais l'aide extérieure est aussi très souvent mentionnée. La présence d'êtres chers qui sont déjà plus avancés ou de guides spirituels qui peuvent, par leur simple présence aimante ou par des suggestions télépathiques, aider l'âme à prendre conscience et à choisir une autre direction. Mais toujours dans le respect du libre arbitre. Toujours, le libre arbitre reste central. L'aide est proposée, jamais imposée. Le détachement, donc, ce ne serait pas une simple coupure nette, mais plutôt une transformation de la relation à l'objet de l'attachement. Une transformation basée sur une compréhension plus profonde. Merci pour ces éclaircissements, c'est plus clair. Et ça nous conduit logiquement à explorer ce qui se passe après, alors. Après ce fameux passage vers la lumière, qu'est-ce qui caractérise cet état qui est décrit comme vibratoirement très différent? Là, oui, on entre dans une description d'un état de conscience et d'existence qui semble radicalement différent. La caractéristique principale, ce serait la libération des attachements personnels et des limitations liées à l'ego terrestre. La fréquence vibratoire y est décrite comme beaucoup plus élevée, plus rapide. L'environnement n'est plus façonné par les désirs personnels qui fluctuent, mais par une sorte d'harmonie collective, une immersion dans un océan d'amour, de paix, de connaissance. Et les activités alors? Si on n'est plus occupé par les passions terrestres ou la recréation d'habitudes, que fait-on? Les activités deviennent, comme tu le disais, plus qualitatives, orientées vers l'évolution collective et personnelle, mais à un autre niveau. On parle souvent de plusieurs grands axes. Lesquels, par exemple?
Premièrement, l'intégration et la compréhension profonde des leçons de la vie passée. Une sorte de bilan, mais lucide et aimant, sans aucun jugement. D'accord. Deuxièmement, la préparation active de futures incarnations, si c'est le chemin que l'âme choisit. Choisir les conditions, les défis, les rencontres qui permettront de poursuivre l'apprentissage. C'est un choix donc. Troisièmement, le service. Aider d'autres âmes, que ce soit celles qui sont encore incarnées par une guidance discrète, de l'inspiration, ou celles qui sont dans les plans inférieurs, disons, et qui cherchent à évoluer. Mhm. Et enfin, simplement être. Être dans cet état d'amour et de connexion, participer à des activités créatives ou d'apprentissage à une échelle beaucoup plus vaste, cosmique peut-être. C'est une vision qui est très différente de certaines images de l'au-delà qu'on peut avoir, parfois avec des hiérarchies très rigides ou des jugements sévères. Effectivement, ce qui ressort vraiment de ces descriptions, c'est un très grand respect du libre arbitre et une compréhension accrue de ce qui est juste pour chacun. Il n'y aurait pas d'autorité extérieure qui dicte la conduite, tu vois. Oui, Plutôt une clarté intérieure qui est retrouvée, une connexion directe à une sagesse plus grande. C'est un état où l'on comprendrait intimement les lois du cause à effet, mais dans un esprit d'amour et d'apprentissage. Pas de punition. L'accent est mis sur l'autonomie et la responsabilité aimante. un aspect qui touche beaucoup de gens, c'est la question du lien avec les vivants. Est-ce que, dans cet état après la lumière, qui semble plus détaché, est-ce qu'un contact est encore possible? Est-ce que nos défunts nous oublient, en gros? C'est un point, oui, crucial, et souvent très réconfortant dans ces perspectives. L'idée qui prédomine, c'est que le lien d'amour, lui, il persiste. Il se renforcerait même, d'une certaine manière, parce qu'il est purifié des attentes, des conflits de l'ego. Ah oui, Oui, les âmes, dans cet état, pourraient percevoir la tristesse, le chagrin de leurs proches restés sur Terre. Cette tristesse pourrait les toucher, bien sûr, parce que l'amour crée une connexion sensible, mais elle ne les retiendrait pas prisonnières comme on croit parfois. d'accord, ce n'est pas un poids pour eux. Non. Au contraire, leur désir serait souvent d'apporter du réconfort, de la paix, d'envoyer des signes subtils, une synchronicité, un rêve, une sensation, pour montrer qu'elles sont toujours là, aimantes et présentes, même si c'est d'une autre manière. Hmm. On dit même que ce sont souvent elles qui initient ces contacts discrets, justement, poussées par l'amour. Mais alors, comment on concilie ça? D'un côté, on décrit un état de détachement des choses terrestres, une immersion dans une vibration élevée, et de l'autre, cette sensibilité à la peine des vivants, ce désir actif d'aider, de communiquer, de maintenir un lien spécifique. Il n'y a pas une contradiction là-dedans. Mhm. Si on est vraiment détaché, pourquoi intervenir encore si directement dans les émotions terrestres? C'est une excellente question et elle pointe une subtilité vraiment importante. Peut-être que notre conception du détachement est trop simpliste, trop humaine en fait. D'accord. Dans ces perspectives, le détachement, ça ne signifierait pas l'indifférence ou la coupure affective. Ça signifierait plutôt être libéré de l'attachement égoïste, possessif, dépendant. Je vois. L'amour, lui, subsisterait sous une forme plus pure, plus universelle. On pourrait appeler ça de la compassion active. Compassion active. Oui, intervenir pour aider ou réconforter, ça ne viendrait pas d'un besoin personnel de l'âme défunte, mais d'un élan d'amour désintéressé, en parfaite harmonie avec l'état de paix et de service qui caractérise cette phase. Ce ne serait pas un retour en arrière, mais une expression naturelle de leur état d'être. Le lien n'est plus un besoin, c'est un don. C'est une nuance clé, en effet. L'amour persiste, mais l'attachement au sens de dépendance ou de besoin de l'autre pour son propre équilibre, ça disparaît. Et l'aide apportée s'inscrit alors parfaitement dans leur propre chemin d'évolution qui est axé sur le service. C'est une perspective qui demande réflexion. Ça redéfinit peut-être notre compréhension de l'amour et du détachement. Si on essaie de résumer un peu les grandes lignes de notre exploration d'aujourd'hui. Oui. Il y a d'abord cette idée centrale d'une transition en 2 temps, avec une phase avant la lumière, où les empreintes terrestres, les attachements, les habitudes restent très présentes et influencent l'expérience. C'est ça. Un détachement différent, plus comme une libération, et des activités orientées vers la compréhension, le service et la préparation de la suite de l'évolution. Ensuite, on a vu le rôle vraiment important du travail sur soi effectué pendant la vie terrestre. Ce travail intérieur sur nos ombres, nos dépendances, nos peurs, ça agirait comme une préparation qui faciliterait le passage vers des états de conscience plus élevés après la mort. Tout à fait.
Et enfin, cette notion touchante et complexe du lien qui peut perdurer avec les proches. Même depuis un état de conscience dit élevé et détaché, un contact aimant, une communication subtile resterait possible, motivée par la compassion, donc plutôt que par l'attachement au sens où on l'entend habituellement. Exactement. Ce qui se dégage de toutes ces idées, en fait, c'est une vision de la vie après la mort, non pas comme une fin ou un état statique, mais vraiment comme une continuité de la conscience. Un processus dynamique, d'évolution, d'apprentissage, qui se poursuit sous d'autres formes. C'est une perspective qui met l'accent sur notre responsabilité personnelle dans notre cheminement, sur la puissance transformatrice du travail intérieur et sur la force transcendante de l'amour. Ça nous invite peut-être à regarder notre propre vie, nos relations, nos défis, non seulement pour ce qu'ils sont ici et maintenant, mais aussi comme faisant partie d'un voyage bien plus vaste. Un voyage dont on prépare peut-être les prochaines étapes sans même le savoir. C'est un peu ça, une invitation à réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous, à ce qu'on souhaite cultiver en nous, et peut-être laisser derrière nous.